Bon, allez, je vais vous mettre là et je vais prendre mon truc de lecture là. Ouais, comme ça, c'est bien aussi. Alors, on avait fait Écoutez-moi, Paresse du sommeil, Le voisin sans visage. On n'avait pas fait ça, hein. Je vais les ouvrir pour voir. Ouais, ben moi, j'y étais. Non, viens pas avec moi, Ferrand. Non, on l'a pas lu, celui-ci. Le problème, c'est que lui, en voiture, il bouge pas. Krichka, déjà en voiture, je raconte même pas le bordel. Oh, on m'en laisse. Donc, l'histoire s'appelle Le voisin sans visage. Le récit qui va suivre est basé sur un véritable témoignage. Cette histoire terrifiante est arrivée à cet homme ça aurait pu arriver à n'importe qui. Imaginez une maison paisible dans un quartier tranquille du Texas, un père célibataire qui tente de créer un foyer sûr pour ses 2 enfants. Mais la paix est fragile et parfois ce sont les choses que nous voyons à peine dans l'obscurité qui marquent le début d'un cauchemar. Noah est un homme d'une trentaine d'années habitant au Texas. Son ex-femme allant ayant perdu la garde des enfants, il élève seul ses 2 filles et à vrai dire, cela lui convient parfaitement. Tout a commencé une nuit calme, une de ces nuits où tout semble ordinaire. Jessica, 4 ans, réveille son père en pleurant. Pas de pleurs habituels, mais ceux d'un enfant terrifié. Le père ayant l'habitude d'être réveillé par les pleurs de son fils, cette bonne fille, qui cauchemarde souvent, il se lève pour le consoler. À peine il mit un pied dans la chambre que les 2 petites mains tremblantes de sa fille lui agrippèrent le bras. À mon avis, ils se sont trompés. Ils ont mis fils au lieu de fille. «Jessica», dit la voix tremblante, «le voisin, il me regarde et il me fait des grimaces». Le père, surpris, s'assit dans son lit. Jessica était connue pour son imagination débordante. Des monstres cachés sous le lit, des ombres menaçantes dans le placard. Enfin bref, la panoplie classique des peurs d'un enfant de 4 ans. Mais cette fois, il n'y avait rien d'imaginaire dans sa voix. Elle parlait avec précision. Le voisin me fait des grimaces. Quel enfant inventerait ce genre de choses? Malgré sa fatigue, le père reste quelques minutes avec son enfant pour la rassurer. Anna, la grande sœur de Jessica, était déjà réveillée, assise sur le lit superposé. Elle se pencha dans le vide et fit dépasser sa tête. Enfin, tout juste assez pour faire dépasser ses yeux. Elle regardait sa petite sœur avec un mélange de frustration et d'épuisement. «Encore un cauchemar? Papa, je n'en peux plus. Je ne dors jamais à cause d'elle». Le père fronça les sourcils. Ces cauchemars devenaient une constante. Mais pourquoi, cette fois, Jessica parlait-elle d'un homme réel? C'était la première fois, et quelque chose dans la précision de ses mots l'inquiétait. Il s'approcha de la fenêtre de la chambre.
tirant doucement les rideaux. À travers l'ouverture, il pouvait voir la maison voisine. Elle se dressait dans l'obscurité, silencieuse. 2 fenêtres étaient visibles. Celle de gauche appartenait à la cuisine, il le savait, mais celle de droite, elle était toujours cachée derrière des rideaux épais. Ce soir-là, cependant, tout était sombre. Le père observa longuement, rien ne bougeait. À ce moment-là, il soupçonnait quand même un peu sa fille d'avoir créé ce prétexte afin de dormir avec son père. Toujours est-il que son prétendu stratagème avait marché et Jessica avait fini la nuit dans les bras de son père. 2 nuits passèrent sans incident, puis ce fut au tour d'Anna de réveiller son père. En ouvrant les yeux, Noah vit sa fille au-dessus de lui en train de lui agiter le bras pour le sortir de son sommeil. Contrairement à sa sœur, elle était toujours calme et raisonnable. Elle n'avait pas réveillé son père depuis des années. Il lui demanda alors ce qui n'allait pas. Ce à quoi elle répondit: «Papa, le voisin, il était à la fenêtre, il me faisait des grimaces.» Ces mots et la peur dans la voix de sa fille suffirent à mettre le père sur les nerfs cette fois. Il avait pourtant fermé les rideaux avant de coucher ses enfants, comme chaque soir d'ailleurs. Quand il demanda à sa fille pourquoi elle avait ouvert les rideaux, elle lui répondit: «Je les ai juste ouverts un petit peu, mais parce que j'ai entendu un bruit bizarre, papa.» Anna raconta qu'elle avait entendu un bruit étrange, comme un léger cliquetis. Son père lui demanda à quoi ressemblait ce bruit. Elle répondit: «Chut, chut, chut.» Curieuse, elle avait légèrement entrouvert les rideaux. La lumière de la fenêtre droite du voisin s'était allumée pile à ce moment-là, et à cet instant, elle aperçut l'homme. Il souriait, mais pas un sourire normal. Il faisait un geste avec ses doigts. Noah lui demanda alors quel type de grimace faisait le voisin, qui soit dit en passant, connaissait très peu qu'il connaissait très peu et qu'il n'avait quasiment jamais vu. Anna réfléchit un peu, puis elle a fait une expression que Noah ne souhaite jamais revoir sur le visage de ses enfants, ni ailleurs d'ailleurs. Elle a commencé par sourire en montrant ses 2 rangées de dents, en laissant un léger espace entre ceux-ci, puis a froncé les sourcils de manière très exagérée, tout en clignant légèrement son visage vers lui. Donc comme ça. Oui, pareil. Elle leva la main et avec son majeur et son index, mima une silhouette marchant sur le chemin imaginaire à l'horizontale. Ses doigts se déplaçaient lentement, mécaniquement, en ligne droite. Ce simple mouvement, accompagné de la description de son sourire grotesque, fit naître un frisson d'angoisse chez son père. «Arrête Anna, ne fais plus ça.» Bien qu'énervé et très confus, Noah se posa 10 000 questions en l'espace de quelques secondes. Pourquoi son voisin faisait-il cela? Est-ce que cette espèce d'ermite était dérangé? Voulait-il faire peur à ses filles, jouer avec elles? Peut-être ne pensait-il pas à mal. Énervé et surtout confus, il finit par conclure que de toute façon, même s'il allait voir la police, il n'aurait pu reprocher à son voisin, puisqu'il n'avait rien fait d'illégal et surtout, il n'avait rien vu de la scène. Le lendemain matin, le père prit une décision. Il ne pouvait pas ignorer ce que ses enfants lui avaient raconté après avoir déposé Jessica et Anna à l'école. Il se rendit directement chez son voisin.
parce que, bien qu'il ne puisse pas appeler la police dans ce genre de circonstances et de toute façon les appeler aurait finalement été ridicule. Il décida d'en parler directement avec le principal intéressé, afin d'essayer de mieux comprendre cette étrange situation. Sa voiture était garée dans l'allée, comme d'habitude, mais la maison semblait étrangement silencieuse pour quelqu'un qui ne sortait quasiment jamais de chez lui. Il frappa à la porte une fois, 2 fois, 3 fois, pas de réponse. Pourtant, il sentait une présence, une sensation désagréable, comme si quelque chose se scrutait depuis l'intérieur de sa maison. Il ne savait vraiment pas pourquoi, mais il se doutait que son voisin était à l'intérieur. Instinctivement, il leva les yeux vers la fenêtre du second étage. Les rideaux restaient fermés, immobiles. Alors qu'il faisait demi-tour, une ombre fugace passa derrière le rideau de la fenêtre de droite. Il en était sûr cette fois. Quelqu'un était là. Mais pourquoi se cachait-il? Était-ce de la simple timidité ou quelque chose de plus inquiétant? Peut-être avait-il quelque chose à se reprocher finalement. Toujours est-il que cela ne rassura pas Noah. «Je sais que tu es là», murmura-t-il à lui-même. Il attendit un instant, espérant un mouvement, une explication, mais rien ne vint. La sensation oppressante ne le quittait pas. Alors qu'il retournait à sa voiture, il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, et là, dans la pénombre de la fenêtre, il discernait quelque chose. Pas un visage, juste un sourire, large, grotesque et absolument immobile, l'émail de ses dents reflétant le peu de lumière. De quoi mettre Noah encore plus mal à l'aise et surtout plus en rogne. Cette nuit-là, le père décida de rester réveillé, tandis que ses enfants dormaient dans la chambre. Il s'installa dans celle des petits, une chaise placée sous la fenêtre, un téléphone dans une main, une lampe torche dans l'autre. Il voulait voir de ses propres yeux ce que Jessica et Anna avaient décrit. Le temps semblait s'étirer à l'infini. Les heures passèrent dans un silence oppressant, interrompu uniquement par le tic-tac d'une vieille horloge dans le couloir. De là. Puis, vers minuit, il a entendu le bruit, d'abord léger, presque imperceptible, un tchic, 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 comme si quelqu'un appelait un chien, puis un sifflement, bas et rauque. Cela venait de l'extérieur. Son cœur s'accéléra lentement. Il écarta les rideaux d'un geste sûr et rapide. La maison voisine était faiblement éclairée. Dans cette pièce tamisée, il le vit. Le voisin se tenait à la fenêtre, immobile. Son visage, illuminé par une lumière jaunâtre et faible, semblait déformé. Un sourire grotesque, étiré au-delà des limites humaines, s'étalait sur ses traits. Mais ce n'était pas seulement le sourire. Ses doigts tendus et raides exécutaient ce geste étrange qu'Anna avait décrit. Ses 2 doigts mimaient une marche lente et mécanique, avançant avec une surface imaginaire. Avec son autre main, il agitait quelque chose que le père n'arrivait pas à percevoir dans la pénombre. Mais qu'est-ce que... Puis le voisin cessa son mouvement, après avoir certainement compris qu'il s'agissait du père. Ses doigts restèrent suspendus dans l'air et lentement, il tourna la tête vers le père afin de le regarder droit dans les yeux. Un regard terrifiant. Le sourire de l'homme disparut, laissant place à une expression de rage froide
en l'espace d'un instant. Il leva un bras et claqua la vitre avec animosité. L'homme attrapa vivement les rideaux et les tira, plongeant à nouveau la pièce dans l'obscurité. Noah ne se rendit pas bien compte de ce qu'il venait de voir, mais ce qui était sûr, c'était que cela était terriblement effrayant. Le lendemain matin, alors que le père se levait pour préparer les enfants, il entra dans leur chambre pour vérifier les fenêtres, et ce qu'il découvrit le fit reculer d'horreur. Les empreintes de pieds s'étalaient sur les murs, pas sur le sol. Elles semblaient faire le tour de la pièce horizontalement, comme si quelqu'un avait marché à même le mur, défiant la gravité. Les traces d'une netteté effrayante et d'un rouge éclatant étaient à la hauteur des épaules, voire même de la tête, et elles s'arrêtaient juste au niveau de la porte. Il passa une main tremblante sur son front, essayant de comprendre. Il vérifia les fenêtres, les portes. Tout était verrouillé. Personne n'était rentré. Et pourtant, les traces étaient bien réelles. Noah, qui était déjà perturbé des récents événements, se retrouvait désormais dans l'incompréhension totale. Ça n'a aucun sens. Comment est-ce possible, se dit-il. Il nettoya les murs, ne disant rien à ses enfants, mais la peur s'était installée en lui. Ce n'était pas un simple voisin étrange, mais quelque chose de plus sinistre était à l'œuvre. Le père de Noah, le père de famille, qui était Noah, ne pouvait plus rester passif. Après avoir aperçu de nouveau le voisin à la fenêtre, il prit une décision. Il appela la police et lui expliquant tout, les sourires, les gestes, les traces sur le mur. Les policiers arrivèrent en plus ou moins 20 minutes. Rapidement, 2 agents entrèrent dans la maison voisine, armes à la main, après avoir toqué une vingtaine de fois, tout en demandant à l'homme d'ouvrir. Le père observait depuis la fenêtre, son souffle suspendu. Quelques minutes plus tard, les agents sortirent, le visage fermé, mais choqués. Noah avait compris qu'ils avaient vu quelque chose de pas normal. Il descendit alors, puis voulut leur demander si tout allait bien. Les policiers lui dirent seulement 2 choses qui ont suffi à Noah pour se figer sur place. Votre voisin, monsieur, est mort depuis une semaine au moins. Ces mots le frappèrent comme un coup de tonnerre. Mort? Mais alors, qui ou quoi avait souri à la fenêtre? Qui avait laissé ces traces ensanglantées sur les murs? Le détail final glaça son sang. Le corps du voisin avait été retrouvé dans sa chambre, mais il manquait quelque chose à son corps, ses pieds. Et c'est la fin de l'histoire. Conclusion. La prochaine fois que vos enfants vous racontent des histoires de monstres cachés sous leur lit ou de voisins leur faisant des grimaces, je vous conseille d'aller vérifier. Je vous ai dit que cette histoire était tirée d'une histoire vraie. Cependant, je me suis permis de modifier éléments importants. Je vais donc brièvement vous livrer l'histoire originale. Cette histoire est un témoignage très connu, raconté en effet par Noah, dont je ne connais pas le vrai nom d'ailleurs, sur une application Reddit. Il y raconte avoir
rencontré un homme à la fenêtre. Il ne mimait pas quelqu'un marchant, mais quelqu'un se sciant le bras comme en mimant un violon. Donc c'est ça les quelques différences, qu'il y avait entre les pieds et les mains. La nuit où Noah reste posté dans la fenêtre après avoir vu l'homme, des mains frappent à la fenêtre, alors même qu'il était au second étage. L'homme mystérieux avait en fait découpé les bras de son voisin, les avait collés sur des espèces de tubes pour frapper à la fenêtre et puis avait pris la fuite. Bien que glauque, cette histoire manquait de mystère à mon goût et en était trop connue pour être racontée en l'état. Alors je me suis permis de la remodeler à ma sauce en espérant que cela vous a plu. Voilà, s'il vous plaît, la première histoire dont nous avons parlé. C'est dégueu. Oui, c'est glauque. Je suis d'accord. Après lui, il a arrangé l'histoire et l'histoire est arrangée, de façon à être, je trouve, attrayante et elle laisse quand même un certain mystère derrière et je trouve ça, très bien justement. Mmh. Attendez, j'ai oublié de mettre un replay, non, enfin, un retour, donc du coup, je vois pas si ça bug ou pas. Voilà. Ça, c'est l'histoire d'origine, hein, Véro. La deuxième histoire que nous allons lire aujourd'hui reste dans le même style. Après, je trouve que ces histoires sont, extrêmement, intéressantes. Il y en a beaucoup, mais on en a déjà lu, une bonne partie, hein. Je descends là, mais, il y a des pranks sur le net où les gens mettent des masques sur un balai et font peur aux gens à travers les vitres. C'est trop rigolo, mais c'est des masques, pas des vraies têtes. Heureusement. Après, c'est drôle pour celui qui regarde la vidéo, mais pour celui qui est derrière la fenêtre, je suis pas sûre que ce soit si marrant que ça. Oh, oh, excusez-moi. Donc, la deuxième histoire s'appelle «Le dernier appel». Cette histoire est très fortement inspirée d'une histoire vraie. Comme d'habitude et par respect pour les victimes et leurs familles, les noms resteront anonymes. C'est un témoignage troublant confié par un opérateur qui travaille depuis
plus d'une décennie au standard téléphonique des urgences. Ce qu'il a vécu, c'est le genre d'événement qui marque à vie. Un de ces moments où la réalité vacille, laissant place à quelque chose que ni la science ni la logique ne peuvent pleinement expliquer. Heureux. Prenez une profonde inspiration, installez-vous confortablement, mettez vos meilleurs écouteurs et laissez-moi vous emmener dans une histoire qui dépasse l'entendement. L'histoire, c'est le dernier appel. Stéphane travaillait comme opérateur d'urgence depuis 12 ans. Hormis certaines exceptions, la plupart des appels qu'il recevait étaient des accidents domestiques, des petits malaises ou des incidents mineurs, contrairement à ce que l'on voit dans les films américains. Mais il y avait aussi les nuits calmes où il ne se passait presque rien. C'était une de ces nuits-là. Il était un peu plus de 2 heures du matin. Le central était plongé dans le silence, presque oppressant, seulement troublé par le bourdonnement des ordinateurs et le grattement de son stylo sur un rapport. Stéphane aimait ces nuits où il pouvait siroter son café et travailler sans être dérangé. Mais cette tranquillité allait bientôt être brisée. Le téléphone sonna brusquement, faisant sursauter Stéphane, tellement il était concentré sur son rapport. Il décrocha. 112, quelle est votre urgence? Au bout du fil, une voix faible, tremblante, presque un murmure. Je suis perdu. Il arrive. Stéphane se redresse immédiatement et il connaissait ce ton. Ce n'était pas une plaisanterie. La peur était réelle. Madame, où êtes-vous exactement? Pouvez-vous me donner l'adresse ou un point de repère? Un silence suivi d'un souffle tremblant, puis la femme reprit avec une voix chargée d'émotion. Je suis dans la forêt. Je crois qu'ils me suivent. Stéphane lança immédiatement le protocole de géolocalisation pour identifier l'emplacement de l'appel. Et là, premier point troublant, l'écran resta vide. Aucune coordonnée. C'était comme si l'appel venait de nulle part. Madame, écoutez-moi, restez calme. Est-ce que vous voyez une route ou des lumières autour de vous? La femme hésite avant de répondre et sa voix se brise légèrement. Non, juste des arbres. Partout des arbres et des ombres. Quelles ombres? Vous êtes suivi par quelqu'un? Combien de personnes voyez-vous? Un bruit sourd retentit au bout de la ligne, comme si le combiné avait heurté quelque chose. Puis, un cri étouffé et la communication se coupa. Stéphane resta figé, le combiné encore contre son oreille. Ce n'était pas inhabituel qu'un appel se coupe en zone isolée, mais quelque chose dans cette voix, dans ce cri, lui avait fait frissonner. Il tenta de rappeler le numéro, mais le numéro affiché n'existait pas. Le mystère et l'étrangeté de son appel se renforcent et vous allez le voir, Stéphane n'est pas au bout de ses surprises. Pendant les 30 minutes qui suivirent, il ne parvint pas à se concentrer. L'appel tournait en boucle dans son esprit. Qui était cette femme? Était-elle en danger? Avait-elle été attaquée? Puis, le téléphone sonna à nouveau. 112, quelle est votre urgence? C'est la même voix, mais cette fois elle est calme, trop calme. Ils sont partis, dit-elle, presque comme si elle parlait à elle-même. Madame, vous allez bien? Vous êtes en sécurité? Où êtes-vous maintenant? C'est trop tard. Je comprends maintenant. Que voulez-vous dire par trop tard? Un silence, puis un murmure à peine audible. Je ne suis pas supposée être ici.
et comme avant, la ligne se coupa. Stéphane resta un long moment immobile. L'appel avait une qualité trop bonne pour être réel, presque fantomatique, mais il devait rester rationnel. Il décida donc de vérifier les logs du central pour localiser l'origine des appels. Pourtant, une fois de plus, il ne trouva rien. Les 2 appels n'étaient pas enregistrés. Perturbé, il demande à Damien, son collègue en pause dans la salle de repos. «Tu crois au hasard?» demande-t-il d'une voix tremblante. Damien, un brin amusé, répondit: «En pleine nuit au central, pourquoi?» Stéphane lui expliqua rapidement les appels qu'il venait de recevoir. Damien, d'abord sceptique, lui suggéra de vérifier les bases de données des incidents récents. Peut-être que cela pouvait expliquer quelque chose. Il fouille dans le système pendant plus de 2 heures en quête de réponse. Il tombe sur un signalement étrange datant de quelques années. Une adolescente du nom de Clara disparut dans une forêt voisine, la forêt de Boscodone. Le détail qui le fit frissonner. Elle avait passé un appel en urgence juste avant de disparaître. Cet appel n'avait jamais été tracé et son corps avait été retrouvé des semaines plus tard dans un état que le rapport qualifiait d'inexpliqué, sans plus de détails. Stéphane était en train de lire ce rapport quand son téléphone personnel sonna. Pas de ligne d'urgence, mais son portable. Cela n'arrivait jamais en pleine nuit. Il répondit alors: «Allô?» Ce qu'il entendit au bout de la ligne le paralysa. «Merci de m'avoir écouté, Stéphane. C'est plus calme ici maintenant. Ne vous en faites plus.» La voix était la même, impossible de se tromper. «Comment connaissez-vous mon prénom?» «Clara, c'est vous?» demanda-t-il. Mais la ligne était déjà morte et quand il vérifia l'historique des appels, aucun numéro n'apparaissait. L'histoire aurait pu s'arrêter ici et cela aurait été bien assez mystérieux pour un seul homme. Mais les jours suivants, Stéphane ne put se sortir cette voix de sa tête. Il fouilla davantage dans les archives, découvrant d'autres rapports d'appels similaires. Tous venaient de la même région. Tous impliquaient des voix calmes mais effrayées, mentionnant une présence ou des ombres. Un soir, il reçut un mail. Aucun expéditeur. Il ouvre le fichier tremblant. C'était un enregistrement de l'appel qu'il avait reçu cette nuit-là. Mais à l'arrière-plan, il y avait des murmures, des voix indistinctes répétant son nom, chuchotant des mots incompréhensibles, puis un bruit sourd, suivi d'un long cri. Dérouté et à court d'explications, Stéphane appelle son ancien collègue, Marc. Ils avaient travaillé ensemble au central et ils étaient devenus amis. Marc écouta son récit sans le couper une seule fois. Puis il murmura: «Ça recommence.» Marc lui expliqua qu'il y avait eu d'autres opérateurs avant lui qui avaient reçu des appels similaires. Tous avaient décrit les mêmes détails: une femme, une forêt, des ombres. Chaque fois, les appels cessaient aussi brusquement qu'ils avaient commencé, mais la région autour de la forêt avait toujours été liée à ces disparitions mystérieuses. Cela confirmait ce qu'il avait trouvé dans les archives. Marc ajouta: «Il ne cherche pas à être sauvé, Stéphane. Il cherche quelqu'un.» Selon Marc, ces histoires étaient des canulars très dangereux qui avaient pour but d'attirer les gens qui recevaient cet appel dans la forêt. Pourquoi? Il l'ignorait, mais cela était plus qu'inquiétant. «Écoute, je devrais te dire de tout oublier.
Mais tu es mon ami. Et là, je dois t'avouer qu'un détail me dérange un peu. Si j'en crois ce que tu me dis, l'appel que tu as reçu est très pour trait, le même que celui que j'ai eu à l'époque. En 2018, lorsque cette pauvre adolescente est décédée, je t'envoie l'audio, Stéphane, mais après, promets-moi de passer à autre chose, s'il te plaît. Notre boulot n'est pas facile et malgré nos efforts, certaines personnes ne peuvent être sauvées, tu sais. En effet, la voix de l'audio semblait être la même que celle de Clara, celle qu'il pensait avoir eue au téléphone. Stéphane est quelqu'un de très terre à terre et surtout de très empathique. C'est pour ça qu'il avait choisi ce métier. Et en 12 ans, rares sont les personnes qu'il n'avait pas pu aider. Cette nuit-là, il quitte son poste dès le lendemain. Il ne pouvait plus travailler au central, hanté par ses voix, ses appels, mais il ne peut s'empêcher de se demander, était-ce une voix réelle, une victime du passé ou autre chose, une force plus sombre, cherchant à tisser un lien avec lui? Ou est-ce que Marc avait raison? Mmh. Stéphane aurait pu suivre le conseil de Marc, oublier ses appels, les mettre sur le compte d'un canular ou d'un bug, mais ce n'était pas dans sa nature et l'audio que lui avait envoyé son ami n'avait fait que renforcer sa curiosité. Véro. C'est alors qu'il décide de fouiller la forêt de Boscodon. Ce massif, situé dans les Hautes-Alpes, avait été réputé pour son ancienne abbaye et ses sentiers paisibles. Mais il y avait aussi une autre réputation, celle d'un lieu où les personnes disparaissent sans laisser de traces. Stéphane prépare son voyage avec soin. Il emporte lampe de poche, enregistreur audio et des cartes détaillées de la région. La route vers la forêt est sinueuse, bordée d'arbres imposants. À mesure qu'il approche, une sensation d'oppression l'a envahi. En vérité, il commence légèrement à douter. Est-ce vraiment une bonne idée de s'aventurer dans cette forêt seul? Mais sa curiosité est plus forte que ses doutes. Arrivé à l'abbaye, il est frappé par le silence des lieux. La forêt si dense qu'une fois au pied des arbres, on parvint à peine à voir le ciel. Stéphane se gare, allume son enregistreur audio et commence son exploration suivant les sentiers empruntés par les disparus, selon les fameux articles de presse. Car oui, un détail étrange de plus que j'ai omis de vous préciser, tous les corps ont été retrouvés au même endroit, à peu de choses près, dans un rayon de 1 kilomètre. Stéphane avait donc tracé avec un crayon rouge ce fameux rayon sur sa carte. C'est bien ici. Il enjambe cet arbre mort au bout de quelques mètres et il regarde son téléphone. Ok, je m'en doutais, il n'y a aucun réseau ici. Cela reste étrange que le réseau se coupe pile à cet endroit. Mais Stéphane ne relève pas ce point. En parcourant le sentier, il découvre des objets abandonnés, une chaussure, un foulard. Ces trouvailles renforcent son malaise et son cœur commence à battre plus rapidement. Il s'enfonce davantage dans la forêt où la lumière peine toujours autant à percer le feuillage épais. D'ailleurs, en regardant le ciel, quelque chose le choque. Hein? Il fait nuit. C'est impossible. Ça fait à peine 3 heures que je marche et il doit être midi à peine. Il regarde son téléphone.
23h15. Mais quoi? Il entend un claquement soudain derrière lui. Il se retourne, mais ne voit rien. Le silence est pesant. Il reprend sa marche, une sensation d'être observé ne le quitte pas. Cette sensation, on l'a tous déjà eue, au moins une fois. On sait à quel point c'est désagréable. Stéphane regarde son enregistreur s'il fonctionne et décrit les lieux, les objets trouvés, ses impressions. Je dois t'avouer que c'est assez flippant tout ça. Vous verriez l'ambiance de la forêt. Il commence à faire étonnamment froid pour un mois de mai. Putain, c'est quoi ça? J'espère que ça s'entend dans l'enregistrement. Alors qu'il parle, un murmure indistinct se fait entendre en arrière-plan. Il s'arrête, tend l'oreille, mais le murmure cesse. Il commence à perdre son sang-froid. Il reprend sa marche, mais les murmures reprennent, plus proches cette fois. Il l'appelle. Eh oh! Mais seul l'écho de sa voix lui répond. La peur commence à s'insinuer en lui. Stéphane réalise qu'il est loin du sentier principal. Le GPS de son smartphone ne capte plus de signal. C'en est trop. Il réalise que cela devient trop dangereux pour une enquête. Il tente donc de retrousser chemin. Mais plus il marche, moins il reconnaît les lieux. Les murmures deviennent des chuchotements distincts. Il entend son prénom, prononcé avec insistance. La panique le gagne. Il accélère le pas, mais trébuche sur une racine et tombe lourdement. En se relevant, Stéphane aperçoit une lueur au loin. Il s'en approche et découvre une cabane en ruine. Enfin, une trace de vie. Il s'y précipite. À l'intérieur, des graffitis recouvrent les murs. Certains représentent des figures inquiétantes qu'il n'arrive pas à décrire. L'un d'eux attire particulièrement son attention. Un cercle entourant 3 figures stylées. On aurait dit des ombres informes. La bâtisse était quasiment vide, si ce n'est qu'une table qui se dresse au beau milieu de la pièce. Sur cette table poussiéreuse, il trouve un carnet. Les pages sont remplies de notes incohérentes, mentionnant des ombres, des voix, des disparitions. Si quelqu'un trouve ça, il hésita. Sachez juste que je voulais comprendre. Ceci est son dernier message vocal, comme s'il avait pris conscience de quelque chose à cet instant. Il se retourne brusquement et aperçoit une silhouette sombre à l'entrée de la cabane. La peur le paralyse. On l'entend dans l'enregistrement, à son souffle. À en croire l'audio, la silhouette avance vers lui. Le dernier son entendu sur l'enregistreur est le bruit d'une vitre qui se brise. Le corps de Stéphane fut retrouvé quelques jours plus tard après une battue conséquente organisée par les autorités locales. Ce qui me permet de vous narrer son histoire aujourd'hui, c'est son témoignage post-mortem qu'il laissa à travers son enregistreur audio, découvert par les autorités plus tard. Vous l'aurez compris étant donné que Stéphane n'a plus rien d'écrit après son dernier message vocal. Ce qui a suivi ne reste que des suppositions. Cette histoire est extrêmement troublante, mais je vais vous donner un petit détail qui l'est d'autant plus. Aucune cabane, comme celle décrite par Stéphane, n'a été découverte dans la forêt. Ce qui est d'autant plus étrange, c'est que contrairement aux autres disparitions, cette histoire semble avoir été étouffée par les médias. J'ai dû mener une enquête pendant des jours pour réussir à avoir toutes les informations à son sujet. Je serais curieux d'avoir votre avis sur cette histoire. Cela fait beaucoup d'éléments mystérieux.
Si vous passez près de la forêt de Boscodon, souvenez-vous, certaines choses ne veulent pas être découvertes. Qu'a-t-il croisé? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Est-ce que c'est une réalité, tu vois, un truc à alterner, comment je vais dire? Un genre de portail? Tu vois que quand tu passes dans la forêt, tu passes dans un autre portail, c'est très étrange. Oui, cette histoire est complètement intrigante, en effet. Je suis bien d'accord avec toi. Peut-être que quand tu arrives dans la forêt, une hallucination de la cabane et traque après mourut. Après oui, hein, c'est peut-être tout simplement il est juste mort de peur. Mais pourquoi autant de personnes à cet endroit-là, justement? C'est ça qui est bizarre et les appels téléphoniques, d'où venaient-ils? Vu qu'il y a pas de réseau. Donc tout ça, c'est très étrange. En plus, j'avais bien choisi les bruitages derrière aujourd'hui, hein. Oui, c'est ça, c'est un endroit bien précis parce que cette forêt, elle existe vraiment, hein. Si vous faites, des recherches, attendez, heu, Oscodon et il y a vraiment des articles, hein, de disparition, hein, c'est vraiment vrai, hein. Je peux vous mettre l'article de disparition, heu, attendez, je vais vous le mettre dans le chat. Faites-vous un petit tour. Tenez, si jamais vous voulez, aller checker l'article, 6 disparus en 25 ans et 2 squelettes. La forêt de Boscodon, Hautes-Alpes, rend les corps qu'elle a pris. Les expertises ont permis d'établir mercredi que les os retrouvés au mois de juillet sont bien ceux de Marie-Christine Camus et Laurence Clam, 2 randonneuses portées disparues. Heu, voilà, ça fait partie de la région de Gap. Pour une enquête non plus. Donc en fait, c'est vraiment vrai, il y a vraiment eu des vraies disparitions, c'est pas une histoire inventée. Donc voilà, je vais sortir du POV.